Salut à tous et à toutes, le monde en alerte, les tensions montent à l'échelle globale. Le Grand Journal ouvre cette édition pour ce vendredi 27 mars 2026, dernier numéro du Grand Journal pour cette semaine, depuis la studio de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, et Raleigh Dorelas pour présenter le Grand Journal. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude en air avec du style. Passez la commande à Alexa. Alexa, open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24. Tout de suite, voici les infos. Le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse ont de nouveau comparu devant un tribunal new-yorkais. Lors de l'audience de jeudi, son avocat a demandé aux juges de rejeter une accusation portée contre M. Maduro. Il a fait valoir que les États-Unis violaient les droits constitutionnels de M. Maduro, empêchant le gouvernement vénézuélien de payer ses frais de justice. Le juge a déclaré qu'il ne rejetterait pas les accusations. Le reportage de Mitch McCann à New York de CGTN News dans ce grand journal. Alors que de nombreux partisans et détracteurs de Nicolas Maduro s'étaient rassemblés devant le tribunal, l'audience ici à New York a commencé avec 45 minutes de retard. Lorsqu'elle a enfin débuté, les débats ont porté sur la question de savoir si le gouvernement vénézuélien pouvait être autorisé à financer la défense de M. Maduro, ce que le gouvernement américain interdit, arguant qu'un pays soumis à des sanctions ne peut envoyer de fonds à un individu lui-même soumis à des sanctions. L'avocat de Nicolas Maduro, Barry Pollack, a indiqué qu'il se retirerait s'il n'était pas rémunéré pour ses honoraires. Il a fait valoir qu'il serait logique d'autoriser le Venezuela à financer l'affaire plutôt que de faire peser la charge sur le contribuable américain. Il affirme qu'il s'agit d'un cas où quelqu'un d'autre que le contribuable américain est prêt, disposé et en mesure de financer cette défense. Le juge a demandé au procureur pourquoi le Venezuela ne pouvait pas payer alors que les relations avec Washington s'étaient améliorées. Au nom des États-Unis, le procureur Cal Wishba a déclaré « Si l'objectif des sanctions est de punir les accusés pour avoir pillé les richesses du Venezuela, le fait de leur permettre d'accéder à ces mêmes fonds pour payer leur défense reviendrait à saper les sanctions. » Nicolas Maduro et son épouse ont été emmenés de force par les forces américaines lors d'une opération militaire menée tard dans la nuit à Caracas début janvier, suite à laquelle ils sont tous deux détenus dans une prison de Brooklyn aux États-Unis. Âgé de 63 ans, il fait face à 4 chefs d'accusation, dont le plus grave est celui de complot en vue de compromettre un acte de narcoterrorisme. Il est soupçonné de s'être associé à des organisations désignées comme terroristes, notamment des cartels de la drogue, pour faire passer de grandes quantités de drogue aux États-Unis. Faisant face à toutes les accusations, à l'exception de celle de narcoterrorisme, l'épouse de M. Maduro, Cilia Flores, a également plaidé non coupable. Bien qu'il reste encore plusieurs points juridiques à régler et à conclure, le juge n'ayant pas encore rendu sa décision, celui-ci a déclaré que l'affaire ne serait pas classée sans suite. À l'issue de l'audience, M. Maduro aurait serré la main de son avocat et lui aurait dit en espagnol « à demain ». Nous irons au Moyen-Orient. La semaine dernière, les États-Unis ont lancé des frappes contre les sites militaires situés sur l'île de Karg, dans le sud de l'Iran. L'île de Karg abrite le principal terminal d'exportation de pétrole de l'Iran. Washington affirme qu'il pourrait prendre pour cible les infrastructures pétrolières de l'île si l'Iran maintient le détroit d'Ormuz fermé aux navires américains et à ceux de ses alliés. Au moins 20% de l'énergie mondiale transite par cette voie navigable stratégique. Plus d'informations avec le reporter Yaz dans ce grand journal. Après plusieurs attaques contre diverses villes en Iran, les États-Unis ont décidé de frapper l'une des îles stratégiques de l'Iran dans le golfe Persique. L'île de Karg est la principale plaque tournante du pays pour l'exportation de pétrole brut. La population de Karg, qui compte moins de 10 000 habitants, est principalement composée de travailleurs du secteur pétrolier et de personnel militaire. À la suite de cette attaque, le président américain Donald Trump a déclaré que seuls des sites et des installations militaires avaient été visés. Cette attaque a été interprétée comme un avertissement sérieux adressé à l'Iran suite à la récente fermeture du détroit d'Ormuz. La fermeture du détroit d'Ormuz a fait bondir les prix mondiaux du pétrole brut dans les 3 chiffres.
La hausse mondiale des prix du gaz naturel exerce également une pression accrue sur l'administration Trump. La fermeture ne se limite pas aux combustibles fossiles. Une quantité importante de marchandises non pétrolières transite également par Hormuz. Les pays de la région effectuent la majeure partie de leurs échanges commerciaux par cette voie navigable. À lui seul, l'Iran exporte ou importe 20 millions de tonnes de marchandises par mois via le Golfe Persique. Si l'on ajoute les quelques 80 millions de tonnes de marchandises échangées par les autres pays du Golfe Persique, ce sont environ 100 millions de tonnes de marchandises non fossiles qui transitent chaque mois par le détroit d'Ormuz. La question est maintenant de savoir ce qu'il adviendrait des exportations de pétrole iraniennes si les États-Unis ou Israël décidaient d'attaquer les installations pétrolières de Karg. L'Iran dispose du port maritime de Jousk, situé en dehors du détroit d'Ormuz. Jousk est capable d'exporter entre 1 et 1,5 million de barils de pétrole par jour. Une éventuelle décision des États-Unis de punir l'Iran en frappant ses infrastructures pétrolières et gazières pourrait mettre à rude épreuve le secteur énergétique mondial. S'ils étendent la guerre aux infrastructures énergétiques, l'Iran attaquera tous les ports, les entreprises américaines et les banques des pays arabes voisins. S'ils commettent une telle erreur, ils ouvriront la voie à une action plus large de la part de l'Iran. Le Fonds monétaire international a mis en garde contre le fait qu'une hausse de 10% des prix mondiaux du pétrole brut pourrait augmenter l'inflation mondiale de 0,4%. La hausse des risques liés aux primes d'assurance, conjuguée aux importants frais de surestarie dus à l'immobilisation des pétroliers dans le Golfe Persique, pourrait très bientôt faire grimper les prix du pétrole au-delà de $200 le baril. L'Iran affirme contrôler entièrement le détroit d'Ormuz et autoriser le passage de tous les navires de son choix. Néanmoins, aucun navire ou pétrolier appartenant aux États-Unis, à Israël ou aux pays arabes abritant des bases militaires américaines ne peut pour l'instant le franchir. Alors que les États-Unis et Israël ont sporadiquement attaqué les dépôts d'énergie et de carburant iraniens, si de telles attaques visaient à détruire les installations pétrolières et gazières du pays dans le sud, cela pourrait avoir des conséquences dramatiques tant sur le secteur énergétique mondial que sur la stabilité régionale et internationale. À la conférence annuelle des conservateurs aux États-Unis, la question de la guerre en Iran divise et inquiète les supporters du président Donald Trump. Absent du rassemblement, ce dernier a repoussé au 6 avril l'ultimatum posé à Téhéran avant d'éventuelles frappes contre les centrales électriques en Iran, assurant que les discussions se passaient très bien malgré le fait que la République islamique ait rejeté son plan pour mettre fin à la guerre. Le reportage David Wall-Georgis de Radio-Canada dans ce grand journal. C'est le grand rendez-vous annuel des conservateurs aux États-Unis. Ici, on défend les valeurs traditionnelles, on est pro-vie, pro-armes, pro-ICE et surtout pro-Trump. Son effigie est omniprésente, comme s'il veillait sur ses partisans, même si pour la première fois en 10 ans, il est absent. Je suis très inquiet, dit-il, à 8 mois des élections de mi-mandat. L'affaire Epstein et surtout la guerre en Iran divise. Les gens sont inquiets, dit-il. Est-ce que cette guerre est à la demande d'Israël? Combien de temps elle va durer? Y aura-t-il des troupes au sol? Si on prend le contrôle de l'île de Karg et qu'il y ait une invasion terrestre, je ne pense pas que les Américains peuvent endurer des pertes humaines, dit-il. Le plus tôt on sort de cette guerre, le mieux. Sandra Engel est venue pour la première fois avec ses filles. Elle soutient les opérations militaires en Iran. Go in there and exterminate the evil that is in Iran. Free the Iranian people. Allez-y et exterminez ce régime diabolique, dit-elle. Libérez les Iraniens du régime. Sauvez Israël, sauvez-nous. I don't think this is a forever war. This is not going to be like that. President Trump is not going to allow that to happen. And the very last thing that he wants is boots on the ground. Je ne pense pas que ce sera une guerre interminable, dit-elle. La dernière chose que le président veut, ce sont des troupes au sol. Ici, on porte fièrement le drapeau iranien. On parle de changement de régime, mais Reza Pahlavi ne fait pas l'unanimité. So they do totally reject the return of monarchy and single rule party. Nous rejetons le retour de la monarchie, dit-elle, et un parti à chef unique. Pendant qu'on débat de l'avenir de l'Iran, ici on trinque. Ce sont les émeutiers du 6 janvier qui ont été graciés par le président américain. Enrique Tarrio, le chef des Proud Boys, était en prison pendant 3 ans. Best president since George Washington.
C'est le meilleur président depuis George Washington, dit-il. Je voterai pour lui une troisième fois. La journée se termine avec les ténors du Parti républicain, Steve Bannon, Matt Gaetz, ou encore là, la question iranienne est débattue. Ici à Zabouadle-Guerguis, Radio-Canada, Dallas. La guerre en Iran, Trump serait extrêmement en avance sur le calendrier initial. L'envoyé américain Steve Witkoff a déclaré qu'il existait des signes forts permettant de convaincre l'Iran de conclure un accord de paix, confirmant que Washington avait transmis un plan 15 points à Téhéran par l'intermédiaire du Pakistan, le médiateur. Le récit est signé Euronews dans ce grand journal. Alors que le conflit au Moyen-Orient se poursuit, le président américain Donald Trump affirme que l'Iran supplierait ses adversaires pour parvenir à un accord. S'exprimant ce jeudi à l'ouverture d'une réunion du Conseil des ministres, le président a déclaré vouloir remettre les pendules à l'heure. 26 days in, we're really a lot ahead of schedule. The Iranian regime is now admitting to itself that they have been decisively defeated. They're saying to people, this is a disaster. They know it. That's why they're talking to us. They wouldn't talk otherwise. And they'll tell you, we're not negotiating. We will not negotiate. Of course they're negotiating. They've been obliterated. Who wouldn't negotiate? They are begging to make a deal. L'envoyé spécial des États-Unis au Moyen-Orient, Steve Witkoff, évoque des signes forts indiquant que l'Iran pourrait conclure un accord de paix. Les responsables iraniens continuent pourtant de nier fermement ces allégations. Donald Trump a également critiqué une nouvelle fois ses alliés de l'OTAN qui n'ont pas soutenu sa proposition de former une coalition internationale pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Nobody's a match for the United States, but they're not a match for the United States. It's small potatoes. That's why I'm so disappointed in NATO, because this was a test for NATO. This was a test. You can help us. You don't have to, but if you don't have, if you don't do that, we're going to remember. Just remember this in a number of months from now. Remember my statements. Depuis le début de ce conflit, le 28 février dernier, les États-Unis ont défini un ensemble d'objectifs de guerre à atteindre. Parmi eux figure la destruction des programmes nucléaires iraniens, la fin du soutien apporté par Téhéran aux groupes armés de la région et enfin les efforts visant à renverser le régime des mollahs. Si l'offensive américano-israélienne a porté un coup dur aux autorités iraniennes, le pays continue de tirer des missiles et refuse de s'avouer vaincu. Nous irons en Somalie. La guerre au Moyen-Orient exacerbe la crise humanitaire en Somalie. Les travailleurs humanitaires de l'UNICEF dans le camp de déplacés de Ladan, dans le sud du pays, affirment que la guerre qui fait rage au Moyen-Orient a rendu leur travail plus difficile en perturbant l'acheminement d'approvisionnement vitaux. Le récit est signé Africa News dans ce grand journal. Pendant que la plupart des dirigeants mondiaux marchent sur des œufs pour éviter de critiquer trop directement Donald Trump de peur que ça se retourne contre eux et leur pays, le premier ministre de l'Espagne, lui, n'hésite pas à dénoncer le président américain. Dans un discours au Parlement espagnol... Nous sommes trompés de bande, c'est plutôt le premier ministre espagnol qui a fait une déclaration concernant la guerre en Iran. Cette guerre sera beaucoup plus pire que la guerre en Irak. Écoutons les détails avec TVA Nouvelles dans ce grand journal. Pendant que la plupart des dirigeants mondiaux marchent sur des œufs pour éviter de critiquer trop directement Donald Trump de peur que ça se retourne contre eux et leur pays, le premier ministre de l'Espagne, lui, n'hésite pas à dénoncer le président américain. Dans un discours au Parlement espagnol aujourd'hui, Pedro Sánchez a qualifié de désastre la guerre en Iran, un désastre qui pourrait être pire que ce qui s'est passé en Irak, selon lui. Puede que este desastre de Irán pase pronto o puede que la pesadilla de Irak se repita, pero en esta ocasión multiplicado por N. Y que el mundo, Europa y por tanto España, suframos las consecuencias económicas, el drama humanitario, la crisis de seguridad, incluso mayor de la que se sufrió en el año 2003 con la guerra de Irak. Depuis le début de la guerre, Pedro Sánchez dénonce l'opération lancée par les États-Unis et Israël. Le 1er mars, il a reproché aux deux pays d'avoir attaqué l'Iran sans avoir consulté la communauté internationale. Il a parlé d'une guerre qui viole le droit international.
3 jours plus tard, il a accusé les États-Unis et Israël de jouer à la roulette russe avec la vie de millions de personnes. Selon lui, cette autre guerre au Moyen-Orient va déstabiliser le monde davantage, en plus d'avoir des conséquences économiques graves pour la planète tout entière. Sanchez dit qu'il est naïf de penser que la démocratie et le respect entre nations vont émerger des ruines causées par les bombes. Il a aussi interdit aux Américains d'utiliser les bases que Washington et Madrid opèrent conjointement dans le sud de l'Espagne pour attaquer l'Iran, ce qui a fâché Donald Trump. I think they're not cooperating at all. Spain, I think they've been very bad, not good at all. We may cut off trade with Spain. Le président a menacé d'arrêter le commerce avec l'Espagne, mais 2 semaines plus tard, ça ne s'est pas encore avéré. Pedro Sanchez est au pouvoir depuis 2018 en Espagne. Il dirige un gouvernement socialiste, un des plus à gauche de toute l'Europe, et donc politiquement aux antipodes de Donald Trump et Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Même avant la présente guerre, Sanchez se démarquait comme un rival idéologique de Donald Trump sur plusieurs enjeux. En janvier, il a condamné la capture du président du Venezuela, Nicolás Maduro, par Washington. Il avait vertement dénoncé l'opération d'Israël dans la bande de Gaza, accusant le gouvernement Netanyahou de procéder à l'extermination d'un peuple sans défense. Le gouvernement Sanchez tient aussi tête à Donald Trump dans le domaine de la défense. L'Espagne, c'est le seul pays de l'OTAN qui refuse de s'engager à consacrer 5 % de son PIB aux militaires. Sanchez a dit que sa cible, à lui, c'est 2,1 %, ce qui est suffisant et réaliste, selon lui. Donald Trump a répondu en disant que l'Espagne devrait être expulsée de l'OTAN, une autre menace qui ne s'est pas encore concrétisée. Son ami à Donald Trump, Elon Musk, a pour sa part qualifié Pedro Sanchez de véritable fasciste totalitaire au mois de février, après que son gouvernement ait annoncé un plan pour interdire l'accès aux médias sociaux aux jeunes de moins de 16 ans. Comme dans bien des pays, Donald Trump est impopulaire en Espagne. Beaucoup d'Espagnols ont aussi un souvenir très amer de la guerre en Irak en 2003, alors que leur premier ministre de l'époque, José María Aznar, avait appuyé l'invasion américaine de George W. Bush. Même s'il tient tête à M. Trump, la cote de popularité de Pedro Sanchez est très basse selon les sondages. Les prochaines élections générales en Espagne doivent avoir lieu en juillet de l'an prochain. Direction la Somalie. Maintenant, la guerre au Moyen-Orient exacerbe la crise humanitaire en Somalie. Les travailleurs humanitaires de l'UNICEF dans le camp de déplacés de l'Adan, dans le sud du pays, affirment que la guerre qui fait rage au Moyen-Orient a rendu leur travail plus difficile en perturbant l'acheminement d'approvisionnement vitaux. Le récit est signé Africa News dans ce grand journal. Dans le camp de déplacés de l'Adan, dans la vieille ville de Dolo, en Somalie, les réfugiés qui ont fui la sécheresse qui a ravagé de vastes régions du pays ont perdu leurs récoltes et leur bétail. Loin de penser à la guerre au Moyen-Orient, c'est pourtant ce conflit qui fait grimper les coûts du carburant et perturbe l'acheminement des fournitures nécessaires au fonctionnement du camp. Nous avons été confrontés à une sécheresse très grave qui a détruit notre bétail et nos exploitations agricoles et a failli nous coûter la vie. Ma fille souffre de malnutrition, ce n'est qu'après notre arrivée dans ce centre que son état a commencé à s'améliorer. Les travailleurs humanitaires de l'UNICEF à l'Adan indiquent disposer de 15,7 millions de dollars de fournitures vitales en transit ou en cours de préparation pour être livrées en Somalie. Ce que nous constatons, c'est que les enfants sont déjà au bord du gouffre et cela est dû à la sécheresse et à la crise qui sévit dans certaines régions. Et maintenant, ils subissent un nouveau choc comme celui-ci, à savoir ce qui se passe au Moyen-Orient. Cela signifie que nous ne pouvons plus acheminer les fournitures aussi facilement et que les coûts du carburant sont extrêmement élevés. C'est donc simplement un autre problème auquel nous devons essayer de faire face et cela signifie que de plus en plus d'enfants vont souffrir. Selon les Nations Unies, les coûts de transport pourraient augmenter de 30 à 60%, voire doubler sur certains itinéraires, tandis que les retards accumulés deviennent plus probables. Vous suivez le grand journal sur Swag Radio avec Erlich Dorelas, vendredi 27 mars 2026, depuis le studio de Swag. Dans la capitale des grandes écoles du monde, Alexa Open, Swag Radio, écoutez Swag Radio 24 heures sur 24. On air avec du style. Allez, Brothers Café Créole pour des bains délicieux. Brothers Café Créole au 299 Main Street Everett. Chiffre le 617 294 14 25. La cuisine haïtienne est sans limite à Brothers Café Créole.
Info 5 sur sa bavure, c'est l'affaire de P-News, info à la vitesse de la lumière. P-News, votre référence en matière d'info. L'escalade militaire au Moyen-Orient franchit un nouveau cap. L'Iran a annoncé avoir lancé des tirs de missiles visant plusieurs cibles dans la région, notamment l'entité sioniste ainsi que des positions situées à Bahreïn, au Koweït et en Jordanie. Dans un contexte de conflit ouvert avec les États-Unis et Israël, le récit est signé Al 24 News dans ce grand journal. Selon la télévision officielle iranienne, le garde révolutionnaire iranien a annoncé avoir lancé des missiles vers l'entité sioniste, le Koweït, Bahreïn et la Jordanie. Les frappes ont ciblé plusieurs sites dans le nord et le centre, y compris Tel Aviv, ainsi que 2 bases américaines au Koweït, une base à Bahreïn et une autre en Jordanie, en utilisant des missiles guidés à carburant liquide et solide et des drones d'attaque. Au Koweït, un drone iranien a percuté un réservoir de carburant à l'aéroport international, provoquant un incendie majeur malgré l'interception de plusieurs autres appareils par les défenses locales. Les images montrent un immense panache de fumée s'élevant dans le ciel. En Negev, une roquette iranienne s'est écrasée près d'une zone industrielle sioniste. L'occupation sioniste a frappé ce qu'elle a décrit comme l'unique installation iranienne dédiée au développement de sous-marins et de systèmes électroniques. L'Iran affirme avoir riposté en abattant un drone ennemi dans la province du Khuzestan en ciblant le porte-avions américain Abraham Lincoln avec des missiles de croisière, obligeant le navire à changer de position. Les gardiens de la révolution assurent être prêts à défendre le territoire iranien contre toute nouvelle attaque. Cette 80e salve de missiles depuis le début du conflit, qui est à son 26e jour, illustre la spirale continue de frappes et de représailles, affectant désormais plusieurs pays du Moyen-Orient. La communauté internationale reste très inquiète face à cette instabilité et aux conséquences sur la sécurité régionale et mondiale. Parlons des marchés pétroliers. Tempête sur le baril, les prix sont haute tension. Le marché pétrolier mondial traverse une zone de forte turbulence entre tensions géopolitiques persistantes, incertitudes économiques et décisions stratégiques des grands producteurs. Le prix du baril connaît une volatilité spectaculaire, alimentant les inquiétudes des marchés financiers et des consommateurs. Les détails sur la RT dans ce grand journal. Alors, est-ce que cette guerre qui a commencé sous le prétexte d'une menace iranienne, donc contre le programme nucléaire balistique de l'Iran, se joue finalement aujourd'hui dans le détroit d'Ormuz, et c'est de ces pourparlers, de ce deal sur le pétrole que finalement va dépendre l'issue de cette guerre? On a cette impression en tout cas quand on entend le président américain. Je ne crois pas que l'affaire se limite à Hormuz, parce que le plan américain a une magnitude plus élevée. Il touche à toute une stratégie qui a comme objectif de maintenir la hégémonie américaine partout dans le monde. Et pour cette raison-là, Washington considère que la Chine est son ennemi, son compétiteur, surtout que la Chine pourrait devenir la première puissance économique mondiale. Et pour cette raison-là, les États-Unis voulaient contrôler les sources pétrolières et les sources de gaz. En même temps, elle veut contrôler le plateau iranien pour mener des politiques de déstabilisation dans l'Asie centrale qui touchent négativement à la sécurité nationale chinoise et russe. Alors l'enjeu ne se limite pas sur Hormuz, mais à des dimensions régionales et bien sûr globales.
Je crois que quand Trump parle seulement de Hormuz, il est en train de mentir au public. Mais lorsque Donald Trump parle de négociations en cours et du plan qui aurait été soumis à la partie adverse, est-ce que vous pensez que là aussi, il serait en train de mentir, puisque ces négociations sont complètement réfutées, même leur existence, par Téhéran? Alors, est-ce que vous pensez que ces négociations-là, elles ont lieu? Quels seraient les contours d'un futur traité de paix ou d'une fin quelconque? Je ne crois pas qu'il y a des négociations qui se déroulent, mais c'est une tentative de la part de Trump de mener du discours entre les diverses branches de politique ou mouvements politiques au sein de la République islamique iranienne, comme il l'a déjà fait à Venezuela. Mais je ne crois pas que ces tentatives-là ont eu des succès, parce que les Iraniens sont très firmes dans leur décision de s'affronter aux États-Unis et aux tentatives israélo-américaine de secouer l'Iran et d'imposer l'hégémonie américaine sur Téhéran. Est-ce que vous pensez que la fin de ces opérations, de cette guerre contre l'Iran, inclut automatiquement la fin des hostilités au Liban, donc d'Israël contre le Hezbollah? Nous irons en Haïti dans ce grand journal. Haïti élection dans un contexte politique marqué par l'incertitude, les tensions institutionnelles. Plusieurs acteurs de la société civile montent au créneau pour réclamer l'organisation rapide d'élections. Pour ces organisations, associations et leaders d'opinion, le retour à l'ordre constitutionnel passe impérativement par les urnes. Le récit est signé Radio-Télé Métropole dans ce grand journal. Bien qu'il n'ait pas encore été publié officiellement, un arrêté adopté récemment en Conseil des ministres s'apprête à modifier le mandat du Conseil électoral provisoire. Ce dernier serait désormais chargé de mettre en œuvre les articles 12 et 14 du Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections. Ces articles prévoient des changements limités de la Constitution, lesquels seraient soumis à une ratification populaire lors du premier tour du scrutin. Abdonel Doudou est le responsable de l'organisation Jury Média, œuvrant pour la consolidation de la démocratie en Haïti. Ou t'es exécutif à deux têtes, plus ou moins refléter l'esprit de la Constitution. Nous parlons de la Constitution, mais tu refléter l'esprit Constitution. Donc, ou qu'a dit quelque part, tu as moins fragilité là-dedans. Qui t'aime utiliser le terme fragilité au lieu de légitimité. Maintenant qu'on vient en gouvernance qui est plus fragile, pour aller, question ça, qui ton pomme de discorde avant, ou mettez là, est-ce que le gouvernement prend poids, conséquence en action comme ça? Ça, c'est questionnement comme citoyen, ce n'est pas position aussi. Cette disposition est perçue par de nombreux observateurs comme une manœuvre du Premier ministre pour retarder un processus dont il prétend pourtant vouloir accélérer la concrétisation. Abdonel Doudou souligne que même les tentatives de référendum les plus abouties ne se sont jamais déroulées sans heurts. Il appelle les autorités à se concentrer sur l'essentiel et à éviter toute démarche inadaptée, susceptible de plonger le pays dans le chaos dans un contexte de crise humanitaire déjà préoccupante. C'est ça que je me dis, c'est peut-être une action, je fais 2 pas en avant, après ça, je fais 4 pas en arrière, parce que moi déjà imaginé, il y a des acteurs qui sont déjà préparés puis remettre toute bague en questionnette. Si on va parler de référendum, ok, on n'est plus dans la Constitution, blablabla. Bla, 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 bla. Donc, ça, moi, je pense que quelque part, le pays a pas gagné la donne. De son côté, Ronnie Desroches de l'initiative de la société civile estime qu'une révision de la loi Mer est envisageable sur le principe, mais qu'elle ne peut se faire à n'importe quelles conditions. Le professeur plaide pour un consensus élargi entre les acteurs politiques avant de prendre de telles mesures qui engagent l'avenir de la nation. Avec attitude ça, nous pas jamais capable de satisfaire
nous pas jamais contents d'aucune situation, eh bien les choses n'avancent pas. Or, nous connaissons que gagner un grand consensus national sur la nécessité de faire un certain nombre de changements dans la Constitution. Après une période de près de 40 ans, n'est-ce pas, d'expérience de la Constitution de 87, n'est-ce pas, nous connaissons que il y a des changements qui avérés indispensables pour nous capables de gagner une vie politique beaucoup plus stable, beaucoup plus fluide. Enfin, ces observateurs expriment de sérieuses inquiétudes quant à l'organisation des élections, pointant des risques réels de fragmentation, de confusion, voire d'infiltration d'intérêts criminels dans la compétition. Face à l'incertitude préélectorale, ils jugent urgent de stabiliser et de sécuriser le processus politique. Nous restons toujours en Haïti dans ce grand journal. Le ministre de la Défense, Mario André-Sol, a effectué une visite remarquée dans plusieurs bases stratégiques du pays. Une tournée qui intervient dans un contexte de crise sécuritaire persistante qui s'accompagne de déclarations fortes, suscitant de nombreuses réactions au sein de l'opinion publique. Écoutons les détails dans ce grand journal. C'est la fin de ce grand journal pour ce vendredi 27 mars 2026. On s'excuse pour cette petite erreur technique. Soit Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Soit Radio, on est avec du style. Écoutez, soit Radio 24 heures sur 24 sur Alexa Open Swag Radio. Hier soir, vous avez eu la chance d'écouter Brise du soir avec Ruth Saint-Louis. Brise du soir. Tous les jeudis soirs avec Ruth Saint-Louis. Eh bien, d'autres émissions vont venir sur Swag Radio. Restez accrochés, Swag Radio. Alexa Open Swag Radio pour écouter Swag Radio 24 heures sur 24. Avant de partir en couleur du temps pour ce vendredi 27 mars 2026, le temps est marqué par une transition vers un ciel ouvert, couvert avec des températures fraîches. Température maximum de 46 degrés Fahrenheit durant la journée. Et un minimum de 27 degrés la nuit, ciel globalement nuageux, le matin évoluant vers un ciel partiellement nuageux en soirée. Faible risque de pluie à environ 10%, durant la journée devenant le nul la nuit. Vent souffle du nord-ouest à une vitesse moyenne pour ce aujourd'hui. Alors profitez-en. 45 degrés Fahrenheit vers 15h, vers 3h, vers
18h ce soir, 42 degrés Fahrenheit. À 11h, 34 degrés Fahrenheit. À 9h du mat, ça commence à 43 degrés Fahrenheit. À midi, 44 degrés Fahrenheit. Les infos sur sans bavure, c'est l'affaire de P-News. Info à la vitesse de la lumière sur WhatsApp et sur Facebook. Pour rester bien informé, P-News. Votre source numéro 1 en matière d'infos. Bordeaux Café Créole, la bonne cuisine, au 299 Main Street Everett. Chiffre le 617 214 14 25. Joyeux vendredi, joyeux week-end. Rendez-vous c'est pour lundi. N'oubliez pas de garder le sourire pour présenter le grand journal et Arlette Torelas depuis le studio de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde. N'oubliez pas que le sourire ça rajeunit le visage. Au revoir. À lundi. Bon week-end.